Bonjour et bienvenue sur Comics Code pour le 97e épisode d'une semaine en comics. Un épisode dans lequel on va parler des principales sorties de la semaine. Et les sorties cette semaine, il n'y en avait pas. Bon, en fait, il y en avait presque pas. En tout et pour tout, on a eu deux titres Superman chez Urban Comics, un Superman Kids grand format qui reprend des épisodes de Superman Adventures, et puis la nouvelle édition du Superman for All Seasons de Jeff Loeb et Tim Sale, dont j'avais déjà eu l'occasion de parler au moment de sa précédente édition chez Urban, et je vous renvoie du coup à l'épisode 11 d'une semaine en comics. Et oui, c'est une lecture que je conseille très très fortement. Et on en a fini avec les sorties de la semaine. Puisque, à côté de ça, les nouveautés Panini de la semaine, elles ont toutes été reportées à la semaine prochaine. Et du coup, la semaine prochaine, on va avoir droit à une tétrachie de nouveaux titres qui vont se bousculer pour trouver leur place sur l'étape des nouveautés. Et sans compter que c'est la semaine prochaine que sort la collection Superman de la Fnac, soit encore 10 titres supplémentaires. Je pense que ça va donner une émission de 2 heures si je veux parler de tous les trucs intéressants. Mais cette semaine, rien. Et donc, on fait quoi ? On a de la chance puisque Quack Kent et Bad Quack se sont proposés pour faire un petit spectacle de claquettes. Donc, je leur laisse la place. Allez-y les petits. Ok, merci, c'était vraiment super, vraiment. Bon, comme la dernière émission d'une semaine en comics date d'il y a 3 semaines, je pense qu'on va faire un petit bilan du mois en ce qui me concerne. Et on va commencer par Poison Ivy, tome 5, toujours par J. Willow Wilson et Marcio Takara. Et Poison Ivy, c'est une série qui continue de faire plaisir à lire. Alors déjà parce que, je rappelle qu'à l'origine, c'était censé être une mini-série, sauf que, succès critique et commercial aidant, c'est devenu une série régulière, et ça va bientôt faire 3 ans que ça dure, toujours avec la même équipe aux commandes, ce qui est quand même pas si fréquent que ça, et toujours avec un niveau de qualité qui reste vraiment tout à fait bon. Alors, ok, le premier arc, ça reste pour moi le meilleur, et la série a jamais atteint le même niveau depuis, mais n'empêche que ça reste vraiment bien. J. Willow Wilson, elle a pris le temps de développer son personnage principal, mais aussi le casting qui l'entoure, et les dessins de Marcio Takara, toujours avec Arif Prianto aux couleurs, ça donne vraiment un style que je trouve immédiatement reconnaissable à la série. Alors, dans ce tome 5, on a les numéros 25 à 30 de la série, plus le one-shot Poison Ivy, Swamp Thing, Feral Trees. Et alors, le numéro 25, c'est une collection de courts récits que Wilson et Takara se contentent d'encadrer, et ils laissent à d'autres le soin de raconter les récits en question. Alors ça donne quelque chose d'assez disparate, mais quand même globalement de qualité. Et d'ailleurs, les différents artistes qui signent ces épisodes, c'est-à-dire Eining Atagunilan, Brian Level et Danny, ils ont tous, il me semble, à un moment ou à un autre, déjà travaillé sur la série. Et puis, côté histoire, là aussi, c'est réussi dans l'ensemble. Alors, c'est toujours compliqué de raconter une histoire en seulement 8 pages, mais il se trouve que les différents scénaristes s'en sortent bien, et en fait, leurs histoires se situent à différents moments du run de Wilson et Takara. Et puis, après ça, on enchaîne avec un nouvel arc qu'on va entamer. Un nouvel arc qui met en scène des éco-terroristes qui ont l'air de considérer Poison Ivy comme leur messie. Sauf que, Poison Ivy, elle a rien demandé, qu'elle cautionne
pas vraiment leur méthode, mais que elle va se retrouver malgré tout dans la mouise à cause d'eux. Et puis, dans le même temps, Poison Ivy et ses compagnons, en l'occurrence Janet DRH et Killer Croc, ils vont enquêter autour de l'apparition d'une ville entière, mais aussi entièrement déserte, en plein milieu des marais. Et là encore, ça donne un récit qui est assez intriguant et intéressant. Et J. Willow Wilson continue de développer ses personnages et leurs relations de manière intéressante et aussi assez inattendue. Et puis, en fin de volume, on a donc une histoire qui met en scène Poison Ivy et Swamp Thing. Alors, c'est toujours J. Willow Wilson au scénario, mais ici, c'est Mike Perkins au dessin. Mike Perkins qui avait déjà bossé sur le très bon Swamp Thing écrit par Ramvi, que je recommande vraiment. Et donc, c'est une intrigue qui est à part de ce qui précède, mais qui, en même temps, prolonge quand même certains éléments de l'intrigue de l'arc précédent. Graphiquement, évidemment, c'est très différent de ce que fait Marcio Takara, mais là aussi, c'est très réussi. C'est beaucoup plus réaliste, mais c'est aussi beaucoup plus sombre. Et du coup, c'est vraiment en rupture très nette avec ce qui précède. Et donc, Poison Ivy, ça continue vraiment d'être une série que j'ai plaisir à suivre. Et j'espère que ça va encore continuer comme ça quelque temps. Poison Ivy, tome 5, L'Ordre des Chevaliers Verts, est donc sorti chez Urban, traduit par Mathieu Auverdin, format 17 par 26 cm, 208 pages pour 22€. On passe à la sortie du mois de chez Delirium, Static de Matt Lesniewski. Alors, Matt Lesniewski, on l'a découvert en début d'année, déjà chez Delirium, avec Crimson Flower, qui était écrit par Matt Kint, et dont là aussi, j'ai déjà dit tout le bien que j'en pensais. C'était en tout début d'année, c'était dans Une Semaine en Comics, numéro 79. Alors cette fois-ci, on retrouve Lesniewski seul aux commandes, donc dessin et scénario, et on le retrouve pour une histoire de science-fiction qui est à la fois étrange et en même temps aussi très simple. En fait, c'est l'histoire d'Emmett, et c'est l'histoire d'un type qui est en train de sombrer. Ce qu'on découvre en premier lieu, c'est que Emmett, c'est un junkie. Il est accro à une drogue, qui est en fait une sorte de substance toxique sécrétée par un insecte. Et alors, quand le récit commence, il est en train d'essayer de décrocher, et visiblement, c'est pas simple, et c'est même carrément physiquement très douloureux. Vraiment, à suivre le récit, on a mal pour lui. Le deuxième point qui est lié au premier, c'est que Emmett doit de l'argent à son dealer, lequel dealer le presse de plus en plus pour qu'il le rembourse. Et visiblement, Emmett, il n'a pas les moyens de le rembourser pour l'instant. Troisième point, la principale source de revenus pour Emmett, c'est de bosser pour une espèce de savant fou qui s'appelle Clay, et qui l'envoie régulièrement chasser des bestioles qui sont plus bizarres les unes que les autres. Et avec ces bestioles bizarres, Clay, il crée des créatures qui sont encore plus bizarres. Il crée des chimères délirantes auxquelles il essaie de donner vie. Clay, en fait, c'est un mélange entre le Dr Frankenstein de Mary Shelley et le Dr Moreau de H.G. Wells. Et donc, Emmett doit régulièrement aller chasser des créatures aliens, et on se rend compte très vite que ces chasses sont rien d'une promenade de santé. À chaque fois, c'est brutal, c'est saignant, et ça laisse Emmett dans un état assez lamentable. Dernier point, c'est que depuis qu'il est accro à la drogue, Emmett est séparé de sa femme et de son fils,
et sa femme refuse qu'il puisse encore voir son fils. Et Emmett, lui, il sait plus comment renouer les liens avec sa famille. Visiblement, tout ça dure depuis un certain nombre d'années, et Emmett, il est pris dans une spirale dont il n'arrive pas à sortir, et la situation, elle devient de plus en plus intenable pour lui. Et ça va péter. Forcément, ça va péter. Et donc, du coup, on voit que le récit qu'on va lire, il est finalement tout à fait classique. C'est l'histoire d'un type dont la vie est devenue intenable, et qui se débat pour pas se noyer. Et en même temps, c'est aussi un récit qui baigne dans une étrangeté permanente. Alors, il y a évidemment le cadre dans lequel se déroule cette histoire, c'est-à-dire une planète qui est peuplée de créatures étranges. Il y a le personnage de Clay et ses expériences bizarroïdes, et puis il y a aussi quelques autres choses qu'on va découvrir au fil du récit. Et puis surtout, il y a les planches de Matt Lesniewski qui, dans le genre bizarre, sont quand même bien costauds. Matt Lesniewski, en fait, de base, c'est déjà un trait qui est vraiment singulier, alors qu'il s'embarrasse pas franchement de vraisemblances anatomiques. On a souvent des personnages comme ça, avec des membres trop longs, avec des têtes trop petites, des corps déformés, et en fait on a une exagération permanente des formes et des corps, et ça donne un espèce de style et de mélange très étrange. On est quelque part entre Robert Crumb et Michel Fiffe. Et puis, c'est aussi un storytelling qui est assez particulier lui aussi, avec un surdécoupage des différentes cases. Il faut souvent plusieurs cases pour qu'un personnage passe d'une position à une autre, par exemple. Et en particulier, c'est vrai pour Emmett. Et ça, ajouté à tout le reste, en fait, ça donne l'impression qu'il a du mal à se mouvoir et que chaque geste, vraiment, est douloureux pour lui. Alors, on est d'accord, c'est pas le genre de dessin qui va plaire à tout le monde. Et c'est même le genre de style graphique qui est tout à fait clivant, que on aime ou on déteste. Est-ce que j'ai besoin de préciser que, en ce qui me concerne, j'aime voilà, c'est fait. Et donc, Static de Matt Lesniewski, c'est sorti chez Delirium, traduit par Virgile Iscan, 128 pages au format 18 par 28 cm, et c'est vendu 20 €. Et pour en terminer avec ma sélection de juin, on a les nouveaux Love and Rockets des frères Hernandez, chez Comics Initiative, bien entendu. C'est donc les tomes 11 et 12 de la série, Esperanza par Jaime Hernandez, et Trois Sœurs par Gilbert. Alors, je vais pas m'étendre dessus, tout simplement parce que j'ai pas encore eu le temps de les lire. Pour l'instant, je vais me contenter de signaler leur sortie. Après, ça fait quand même 3 ans que je dis que je vais faire une série de vidéos sur Love and Rocket. Toujours pas. Et faute de temps, ça va définitivement pas être pour tout de suite. Mais bon, voilà, qu'est-ce que vous voulez, ma pauvre dame. C'est comme ça. Alors ça, c'est la version collector qui a été proposée dans le cadre du financement participatif de ces 2 tomes, et que j'ai pris avec, est-ce que je vais réussir à vous le montrer, le joli coffret qui va bien pour ranger ces exemplaires. Hop là. Voilà, j'avais déjà pris le premier coffret, et je pouvais pas trop faire l'impasse non plus sur le deuxième. Et il est très joli. Mais sinon, la version classique, elle est dispo en librairie depuis le 30 mai dernier. Celui qui n'est pas encore disponible en librairie, en revanche, c'est le tome 2 des chroniques de Love and Rocket, Maria M. de Gilbert Hernandez. Lui, il est annoncé pour le 18 juillet prochain. Alors, il s'agit donc d'un récit qui se situe en marge de Love and Rocket, mais qui s'y rattache quand même. Alors, en gros, c'est
plus ou moins une réécriture d'une partie du tome 6, au-delà de Palomar, mais dans un style très différent. Là, on est plus dans le récit de genre, dans le polar, et dans le cinéma bis d'exploitation au niveau de l'inspiration. Mais bon, comme il doit sortir en librairie le 18 juillet, donc au moment où les autres éditeurs seront déjà partis bronzer à la plage, peut-être que je trouverai le temps de lui consacrer une vidéo. J'ai 3 semaines pour ça, donc il n'est pas interdit de rêver. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Rendez-vous très vite pour la suite. D'ici là, vous pouvez vous abonner à cette chaîne, laisser un commentaire, partager cette vidéo sur les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi, de temps en temps, retrouver les lectures de Quack Kent et de Backquack sur Instagram et avoir ainsi un aperçu du thème des prochaines vidéos. Et vous pouvez surtout lire des comics. Soyez sages et à bientôt.